30e prix Julien Berlanger. Comme vous le savez, prix littéraire créé en 86 par le veuf de Julien Berlanger, il est attribué sous l'égide de la Fondation de France. Cette année, sont sélectionnés pour le prix Julien Berlanger Métakine de François Rouillet, le Club des punks contre l'apocalypse zombie de Karine Derouka, la justice de l'ancillaire d'Anne Lecky, Futur de Dimitri Globovski et le Club de Michel Pagel. Nous allons d'abord vous lire des extraits de chacun de ces romans avant de vous annoncer le nom du lauréat. Et nous commençons par Métakine de François Rouillet, que Cathy Martin va nous lire un extrait. Je vais en présenter quelques lignes auparavant. Alors bonsoir. Alors comme il n'y a pas de raison que l'on soit avare de paradoxe insidieux, n'est-il pas, nous allons commencer par un intermède publicitaire. Parents, enseignants, vos enfants, vos élèves sont inattentifs, indisciplinés, distraits, enfin bref, insupportables, qu'à cela ne tienne, leurs pédiatres leur prescriront Métakine. Métakine assagit les chenapans, cloue le bec des chippies, stimule le zèle des cancres et ramène les distraits sur terre. Au vu de résultats plus probants sur vos petits chérubins, vous vous rendez compte que vous avez aussi vous-même des problèmes et que vous interrogez sur la solution apportée à vos propres baisses de régime, d'efficacité, etc. Quelle est la solution ? Métakine. Métakine est une exclusivité de Globantis Pharma au service de la santé globale. Alors, si Métakine molécule est une exclusivité de la firme fictive Globantis Pharma, c'est un vrai roman qu'on doit donc à notre camarade helvète apothicaire François Rouillet, publié chez La Talente. Alors Métakine est une dystopie chorale délicieusement tragicomique qui a été publiée en 2 tomes, Métakine indication et Métakine contre-indication. Le roman est plutôt focalisé donc sur la substance qui est un psychotrope pédiatrique mais qui devient pratiquement assez rapidement une espèce de panacée universelle pour les problèmes sociaux. Et Métakine explore aussi, à côté de ça, le virtuel, les multivers, et évoque un petit peu la physique quantique, mais de façon tout à fait subtile et sympathique. Voilà. Alors, comme je vous le disais, c'est un roman choral où il y a 6 personnages principaux qui sont confrontés à la molécule miracle. Il y a aussi un joker anonyme qui est un lanceur d'alerte qui ponctue la narration en fait avec ses diatribes contre entre autres des grands groupes pharmaceutiques, les politiciens corrompus et puis la bêtise universelle ou alors peut-être un aveuglement commode du même tonneau universel. Voilà. Alors Régis à 11h30, c'est un petit peu le personnage principal au sein de ce roman. Il est le fils d'Aurélia, qui est une cyberadicte grabataire au stade terminal, complètement larguée dans l'espace virtuel. Régis est aussi le beau-fils d'un autre personnage, Henri, qui est un technicien un peu veule, complètement loser, et dont la frustration accumulée va peut-être laisser poindre un comportement violemment psychopathe. Régis est en échec scolaire parce qu'il laisse en fait son intelligence plutôt s'exprimer et voguer dans les contrées chimériques qu'il va se créer lui-même. Alors Régis, c'est donc le candidat parfait pour la prescription à la métakine. Alors, il y a un autre des personnages qui s'appelle Sophie, qui est sa vieille voisine, qui est quelque peu décatie, mais qui est quand même une ancienne éminente neurologue,
et qui va s'insurger la lecture de la lettre adressée aux parents de Régis par les psychologues scolaires après une campagne de test financée par qui? Globantis Pharma. Je vous lis ce court passage. Je n'ai jamais vu de propagande si insidieuse, emballée d'autant d'esbouffes mercantiles. Comment ose-t-on distribuer cette paperasse dans une école publique? Le ton de la lettre aux familles, les arguments, les graphiques sur papier animé, tout relève de l'intox sponsorisé. Quant au formulaire d'évaluation, même les zélateurs de la scientologie n'en conçoivent pas d'aussi fourbe. Le choix de réponse est formaté pour dérouter les enfants et la présentation des résultats pour inquiéter les parents. Écoliers, enseignants et géniteurs sont acculés au rôle de pigeons, prêts à ouvrir le bec quand tombera la manne. Et quelle manne! Un artifice chimique, un ersatz d'ardeur à l'étude. Les classes débordent-elles à ce point de cancre et de chenapans intenables? Je savais l'école contaminée par l'esprit de compétition ambiant, mais mes pronostics restaient en deçà de la réalité. Désormais, les pédagogues cèdent leur pupitre aux designers d'intelligence et aux marchands de réussite en pilule. Et voilà. Ensuite, nous avons donc le Club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Derouka, dont je vais vous lire un extrait. Eva a toujours la classe, contrairement aux autres qui concourent pour le look le plus pouilleux du squat. Vous êtes tout seul? Kropotkin est allé faire la révolution, répond De Spie. Tu veux une ligne de speed? Non merci, je vais bouffer quelque chose. J'ai grave la dalle. Les deux frères Quepon s'échangent un regard un peu paniqué. Soudainement, il leur apparaît qu'ils sont peut-être les seuls à être immunisés contre les radiations ou l'art contemporain. Tu veux bouffer de la viande? Eva fusille De Spie du regard. T'es con ou quoi? C'est de la provo? Non, pardon, c'est juste que je ne finis pas sa phrase, le portail vient de grincer. De Spie et Fonce-D bondissent de leur canapé fétiche et foncent vers l'entrée. Merde, les bouffeurs de barbares crappliquent. Eva ne répond même pas. Elle est habituée à leurs réactions absurdes. La drogue, c'est mal. Arrivés dans la cour, De Spie et Fonce-D peuvent voir la porte qui se referme, poussée par une sorte d'épouvantail. Non, pas le bon mot. Bibendum en tissu, c'est mieux. Type engoncé dans un genre de fringue qui ressemble à un matelas avec un casque intégral sur la tête, une barre à mine dans une main et un gros sac sur le dos. Le type enlève son casque. Kropotkin. Vous les Bills, restez pas là comme si vous veniez de croiser le petit bonhomme en LSD. Venez me filer un coup de paluche pour barricader l'entrée. C'est quoi ce déguisement? C'est pas carnaval. Les couillons à l'extérieur ont tous chopé la rage. Pas très saillant, comme tenue, je le reconnais, mais sacrément efficace. Je dois avoir quelques incisives plantées au niveau de l'épaule et du cul. Je me suis dit que si ça résistait au pitbull, aucune chance pour qu'un de ces dégénérés puisse me niaquer la logique. Autre sélectionné, la justice de l'ancillaire d'Anne Lecky. Je vais aussi vous lire un extrait moi-même. Je me suis un petit peu trompée dans l'ordre. Lieutenant Home, lança le maître du Reich, un mot. Elle fit signe de s'écarter et la lieutenant Home la suivit vers un point à une quinzaine de mètres de là. Un de mes segments suivit que Mignonnet ignora. Lieutenant, dit-elle d'une voix calme, dites-moi ce que vous pensez qu'il se passe. La lieutenant Home déglutit, prit sa respiration. Altesse, je suis certaine que nul dans la basse-ville n'a fait de mal à la jeune personne en question. Je suis également certaine que les armes n'ont pas été cachées par quelqu'une de la basse-ville. L'origine de tout ceci ne peut se situer qu'à un très haut niveau. Voilà pourquoi je n'ai pas transmis le rapport. J'espérais vous en parler directement à votre arrivée, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Vous craignez qu'en rapportant ceci par les voies régulières, les responsables ne comprennent que leur plan avait été éventé et ne couvrent leurs traces? Oui, Altesse. Quand j'ai appris que vous veniez, j'ai immédiatement envisagé de vous en entretenir. Justice de Touraine, un maître de Reich s'adressa à mon segment, sans me regarder. Est-ce vrai? Entièrement, Altesse, répondis-je. Les prêtres auxiliaires étaient encore pelotonnés. La grande prêtre se tenait à l'écart d'elle, regardant le lieutenant Hone et le maître du Reich en train de conférer avec au visage une expression que je ne savais pas interpréter. Bien, statua Anander Mignonnet. Quelle est votre évaluation de la situation?
D'étonnement, le lieutenant Aoun battit des paupières. Il me semble tout à fait que Jian Shinan est impliquée dans cette affaire d'armes. Comment aurait-elle connu leur existence sinon? Et cette jeune personne assassinée? Si on l'a bel et bien assassinée, personne dans la basse ville n'a rien fait. Mais aurait-elle pu la tuer elle-même pour avoir un prétexte pour? La lieutenant Aoun s'arrêta horrifiée. Un prétexte pour descendre sur la basse ville et assassiner d'innocents citoyens dans leur rue. Et employer ensuite l'existence des caches d'armes pour soutenir leurs assertions qu'elles n'agissaient que pour se défendre et que vous aviez refusé de faire votre devoir et de les protéger. Elle jeta un regard vers les Tamines, encerclés par mes segments encore armés et armures d'argent. Bien, nous pourrons nous soucier des détails plus tard. Pour l'heure, nous devons nous occuper de ces gens. Altesse, acquiesça le lieutenant Aoun avec une légère courbette. Abattez-les. Pour les non-citoyens qui ne voient jamais les Ratchaï que dans des divertissements mélodramatiques, qui ne connaissent rien du Ratch au-delà des ancillaires, des annexions et de ce qu'ils considèrent comme du lavage de cerveau, un tel ordre pouvait paraître atroce, mais guère surprenant. Mais l'idée de tirer sur des citoyens était en fait extrêmement choquante et perturbante. Quel intérêt, après tout, possède la civilisation, sinon le bien-être des citoyens? Et ces gens étaient désormais des citoyens. Futur de Dimitri Gloukovski, dont François Vanson va nous lire un extrait. Alors le personnage narrateur de Futur.re est dans un ascenseur extérieur avec d'autres gens, au service du pouvoir qui dirige l'Europe. Il nous livre ici ses pensées, en accord avec l'idéologie dominante que formule l'un des passagers de l'ascenseur. Il n'a pas encore commencé à s'en détacher, à changer de camp. L'ascenseur est descendu d'une vingtaine de niveaux. À travers le brouillard et la pollution, on distingue la base des tours. C'est pour bientôt. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vis à la meilleure époque que cette planète ait jamais connue. Il n'y a pas eu période plus heureuse, compris? Dit le moustachu. On dirait qu'il s'adresse à la racaille, cet ado au crâne rasé, mais tous les passagers de l'ascenseur ont la figure tournée vers lui. Ils l'écoutent, la mine sérieuse. Seulement voilà, tout le monde ne l'a pas, ce bonheur. Les choses sont comme ça chez nous, en Europe. Mais en Russie, par exemple, j'imagine que tu as vu aux infos ce qui s'y trame. Ou alors ce qui s'est passé en Inde. C'est pas pour rien que toutes nos frontières sont en permanence assiégées de réfugiés. Si tout le monde vient chez nous, c'est parce que c'est la providence à tous les étages, compris? Nulle part ailleurs, c'est comme ça. Et je le vois mal se barrer en Amérique. Il n'aurait pas assez de blé pour y vivre. Le jeune gars fronce les sourcils, mais hoche la tête en signe d'assentiment. Je le détaille davantage. Il ne me plaît pas. Il a l'air bête et méchant. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas à sa place. Toi, t'es né ici. L'immortalité te revient de droit. T'as du bol. Mais tu ne penses quand même pas que tout va rester comme ça, si? Tu espères vivre éternellement, pas vrai? Laisse-moi te dire que rien n'est garanti. Les meilleures choses ont une fin. On a tout juste assez d'eau, et on filtre notre urine pour la boire. On a tout juste assez de place. On te fait estimer heureux si on dispose de 8 mètres cubes. La bouffe? Tu m'écoutes? J'écoute, remène la racaille écrasée. La bouffe, l'énergie, tout est à la limite, Et ça, faut que chacun en soit conscient. 120 milliards 602 millions 81 000. Voilà ce que supporte l'Europe. Et elle ne pourra pas en supporter davantage. Nous sommes en danger. Les démagogues nous en fument. 1 millier par-ci, 1 millier par-là. Mais je te le dis, moi, le verre est plein. Voilà la vérité. Une goutte de plus, elle va déborder. Et là, tout sera capoute. Je hoche la tête. C'est exactement ça. Et tu pourras t'asseoir sur ton immortalité, compris? Et tout ça, c'est à cause d'eux. Si l'Europe a des ennemis, ce sont eux, ces connards. Tu veux vivre comme un animal? Fais ton choix. Tout est dans la loi. On dirait que c'est simple? Eh ben non. Eux, ils veulent resquiller, te tromper, pour que leurs rejetons respirent notre air, pour qu'ils têtent notre eau jusqu'à la dernière goutte. Et nous, on devrait passer l'éponge? Et enfin, nous avons sélectionné le club de Michel Pagel. Donc Claude Épine va nous lire un extrait. Alors, le club a un petit parfum de nostalgie, sans forcément nous faire retomber en enfance, puisqu'il s'agit bien évidemment du Club des 5 de Henny Bliton, que tout le monde a lu petit. Et il imagine que une histoire qui se passe 20 ans plus tard, donc
les enfants sont devenus adultes, le chien d'Agobert, bien sûr, est mort. Il y a François qui est devenu policier, Mick, Annie qui a un petit peu raté sa vie, Claude qui s'appelle Claudine, qui ne répondait jamais quand on l'appelait Claudine, le garçon manqué, qui les réunit pour une discussion et qui, elle, est maintenant avec Mélodie, sa compagne. Et c'est le moment des retrouvailles, ça sera un huis clos avec des meurtres, avec pas mal d'histoires. Et c'est une petite musique très subtile que nous joue Michel Pagel, là, pour nous parler du rapport à l'enfance, du passage à l'âge adulte, de toutes ces questions. Et donc, Mélodie, qui ne connaît pas les autres du club, en parle avec Claude. Alors, souffle-t-elle, changeant de sujet, tu les trouves comment? Elle sent, plus qu'elle ne voit, son ami hausser les épaules. C'est si terrible que ça? Souffle-t-elle quand la réponse tarde? Un petit rire, retenu, sans joie. La main passée autour d'elle qui lui caresse les cheveux, le lobe de l'oreille. Et puis, la voix de Mi, enfin, un souffle. Je les plains. Claude a envie de protester. Le mot est exagéré. Mais plutôt que de le faire remarquer, elle ne parvient pas à dire pour leur défense que ceci. Ils n'ont pas toujours été comme ça. C'est bien pour ça que c'est triste. Et puis, moi je ne les ai pas connus autrefois. Mais si on se fie aux livres, ils ont toujours été un peu comme ça quand même, non? Mi a un point commun avec Mélodie. Elle a lu les aventures du club quand elle était enfant. Au début, elle n'en revenait pas de sortir avec Claude. La Claude! Mais cette fascination pour une légende s'est vite effacée devant l'amour pour celle qu'elle n'a pas tardé à appeler Claudine, sans demander la permission, et, plus étonnant encore, sans que l'intéressé proteste. Dans sa bouche, cela semble naturel, valorisant, plutôt qu'humiliant. Anne ne picolait pas quand même. Non, mais elle était déjà sausotte. L'alcool amplifie le problème, c'est tout. C'est sa pauvre petite Marie qui me fait pitié, surtout. Quant à François, il a toujours été un peu pénible, admet Claude, mais juste parce que c'était l'aîné. Il devait se croire l'obligation d'être plus sérieux que nécessaire, plus que tout autre garçon de son âge en tout cas, par rapport à nos parents. Je pense qu'il se serait senti coupable s'il était arrivé malheur à l'un de nous. Donc, pénible, oui, raisonnable, moralisateur. Mais aujourd'hui, il est imbu de lui-même, propose Mi comme rien ne vient, méprisant, cassant, infect. Je t'accorde déplaisant. Au souvenir de ce qu'on a vécu ensemble quand on était gamin, je n'irai pas plus loin. J'essaie de me dire que c'est son métier qui l'a changé comme ça, mais je n'y crois pas. Ça date d'avant qu'il ne soit flic. On a tous pris une bonne claque à un moment donné, qui nous a laissé plus ou moins bancal, plus ou moins timbré. Mais il a reçu une des plus grosses. Parce que il était tellement sérieux, sans doute, tellement maître de soi, et que d'un seul coup, il ne maîtrisait plus rien. Tu ne m'as jamais raconté ce qui s'est passé exactement, dit Mi, après quelques secondes de silence. Chaque fois que tu évoques cette période, j'imagine une tragédie. Une tragédie? Non, personne n'est mort. Mais je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle en a très envie, au contraire. Elle adorerait se confier. Si elle ne l'a jamais fait, c'est parce qu'elle serait incapable d'expliquer de manière crédible, non pas ce qui est arrivé, mais de quelle manière c'est arrivé. Comment les événements ont pu se dérouler ainsi en violant au passage les lois naturelles. Si elle essayait, nul ne la croirait, sinon ceux qui ont vécu tout cela avec elle. Amen. Est-ce que Laurent Genefort est dans la salle? Je vais lui demander de venir nous rejoindre, puisqu'il est le lauréat du prix Julien Verlanger 2015, et que nous avons une tradition étrange, s'il en est. Le prix Verlanger se transmet par le bisou, d'un lauréat à un autre.
Et le lauréat est Karim Berouka. Yeah. Le club des Clubs de la Polyvalente Zombie. Karim. Vous pouvez lancer la musique, s'il vous plaît. Bravo. Alors voilà, Karim, c'est pour toi. Mais merci, vous auriez pu me prévenir, j'aurais mis un costume. Et puis j'aurais écrit un discours, comme ça j'aurais pu tenir la scène pendant 3 quarts d'heure. Oui, bah merci, hein, merci pour le bisou, merci pour la surprise, merci pour... En plus, je suis content parce que tout le monde des gens que j'estime beaucoup et que voilà, c'est sympa. Je voudrais remercier ma mère, QSF, les gens qui décoquillent mes textes, et puis voilà, je sais pas quoi dire. J'espère que ça vous a fait plaisir à lire ce bouquin, et puis j'attends avec impatience l'année prochaine pour faire un bisou. C'est dommage, on devait préparer une surprise. Ouais, tu voulais mettre une chanson de Ludwig, c'est ça? Oui, oui. Écoute, ouais. C'est littéraire. Ah oui, je voulais dire aussi à mon pote Bob qu'il a eu le prix Nobel, et ben moi j'ai eu le Verlanger, voilà, c'est pas... Même combat. Donc il n'y aura pas de musique, mais merci. Bravo. Et comme le veut la tradition, le prix Julien Verlanger est suivi d'un cocktail. Vous êtes tous invités. Et il a lieu dans la salle J, qui se trouve au 4e étage. Bravo.